Voilà. Bonjour à tous, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux ce soir. On sait que c'est pas facile de venir un vendredi soir comme ça quand il fait beau pour venir à une conférence. Mais merci à vous d'être là. Alors, nous faisons partie de la Maison de la Rivière et de la Biodiversité. C'est un musée qui est à Sizun, une association aussi, qui emploie 3 personnes. Et dans cette association, on a décidé de venir parler du changement climatique et des conséquences que ça va avoir sur nos rivières en termes d'eau, en termes de biodiversité, de faune et de flore. Et notamment, donc, on insiste sur les rivières du massif armoricain. Alors, aujourd'hui à Plémin, c'est la 3e conférence qu'on organise, sachant que la première a eu lieu à Sizun, la deuxième à Brasparts. Et entre-temps, on a organisé la semaine dernière une école d'été sur le saumon d'Atlantique. Et voilà, je vais un petit peu vous faire un résumé là, dans cette petite demi-heure de ce qui s'est passé aux différentes conférences et à l'école d'été sur le saumon. Alors, à Sizun, on a plutôt parlé de la machine climatique. Qu'est-ce que c'est pour essayer d'introduire, pour essayer d'expliquer correctement qu'est-ce que c'est que le climat. La deuxième conférence à Brasparts, c'était plutôt sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et maintenant, on va regarder aujourd'hui quel est l'impact du changement climatique sur les rivières, donc sur l'eau, sur les débits d'eau par exemple. Ça, c'est Christophe qui va nous en parler. Et aussi sur la biodiversité aquatique. Alors, en fait, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi la Maison de la Rivière fait tout cela? En fait, on a envie d'alerter et pour mieux anticiper. C'est vraiment notre but ici dans ces conférences, c'est de vous montrer en fait les dernières avancées scientifiques en termes de climat et de biodiversité. Donc vous connaissez sûrement le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC est sorti cette année, qui est le groupe d'experts sur le climat, donc qui pose qui fait une méta-analyse de toutes les analyses scientifiques qui ont pu être faites sur le climat pour nous alerter sur cette chose-là. Et il faut savoir qu'il existe la même chose sur la biodiversité, on appelle ça l'IPBES, mais qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux communautés qui ne se parlaient pas trop jusque-là commencent à se parler. Et nous, nos conférences, elles sont vraiment tournées vers ce lien entre le climat et la biodiversité également. Alors il faut savoir que la Maison de la Rivière, en fait, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser les gens, comme aujourd'hui, sur ces sujets-là. Mais aussi, on forme notamment les plus jeunes sur les rivières, sur l'environnement autour des rivières et également sur le changement climatique et la biodiversité. On aimerait aller un peu au-delà, c'est-à-dire s'adresser à un public maintenant plus âgé. C'est pour ça aussi qu'on a fait une école d'été à destination des élèves de master la semaine dernière. Mais aussi, on essaie de mettre en place des solutions concrètes, c'est-à-dire qu'il y a des gens à la Maison de la Rivière qui travaillent sur des actions concrètes pour essayer de préserver les zones humides, créer des mares, en fait, nettoyer les rivières, ce genre de choses. Donc ça, c'est des solutions concrètes qui sont proposées à la Maison de la Rivière. Et donc, on essaye d'inculquer ça aux plus jeunes, notamment lors des jours de formation à la Maison de la Rivière. Donc il faut savoir aussi qu'on est un musée, que vous pouvez aller visiter à Sizun. Donc on est une association qui date d'une 40aine d'années et on a besoin de 209 dans notre association. Donc si vous êtes intéressés pour venir participer, eh bien, vous êtes vraiment les bienvenus. Autre chose, c'est que si vous souhaitez nous aider financièrement, eh bien vous avez pu recevoir des petits flyers. Au dos de ce flyer, on vous explique comment faire pour faire un don à l'association. Il faut savoir que ce don est déductible à 66% des impôts. Donc en gros, si vous donnez 100 €, vous allez payer concrètement 33 € de votre poche. Et le reste sera déduit des impôts. Voilà, donc si vous voulez nous aider financièrement, n'hésitez surtout pas.
Aujourd'hui, on va avoir 2 conférences. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais plutôt faire un résumé de ce qui s'est dit lors de la conférence de Cisin, de Brasparts et de l'école d'été. Et on a aussi Christophe Piscard qui nous vient de l'université de Rennes, d'un laboratoire qui s'appelle EcoBio, qui est directeur de recherche au CNRS et qui viendra nous parler plus précisément de l'effet du changement climatique sur les rivières locales et en gros sur toute la Bretagne. Donc aujourd'hui aussi vous avez pu voir donc qu'il y a Soïc Sibéril, donc un grand guitariste très connu dans les monts d'Arrée, et vous voyez aussi derrière vous des clichés de photos subaquatiques de Rémi Masson qui n'a pas pu être là ce soir. Donc on voulait mélanger le côté aussi artistique et scientifique lors de nos conférences. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit résumé de ce qui s'est passé à Cisin. Je vais aller rapidement, mais je vais vous donner un peu les clés de compréhension du climat. Alors, il faut savoir que le climat, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Ici, vous avez une fresque où on se trouve aujourd'hui et on va remonter dans le passé. Et vous voyez ici, alors là, c'est en millions d'années, puis ensuite milliers d'années, puis millions d'années. Et vous voyez l'évolution de la température moyenne globale sur Terre. Donc le 0 ici correspond à ce qu'on a actuellement. Donc on voit actuellement, voilà, on a cette température-là. On voit que les températures ont été assez stables ces 10 000 ans derniers. Ensuite on voit une période plus fraîche ici qui va durer jusqu'à 1 million d'années avant nous. Et on voit des températures extrêmement fortes de l'ordre de plus 14 degrés, il y a à peu près 60 millions d'années. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que le climat a évolué dans le passé. On a l'impression que c'était un peu stable, mais non, pas du tout. Ça a évolué, tout comme les continents ont évolué dans le passé. Donc ça, c'est pour vous montrer des variations vraiment à très grande échelle. Et maintenant, si on regarde un petit peu de plus près, c'est-à-dire si on regarde en gros le siècle dernier, on voit que dans l'Atlantique Nord, en fait, il y a aussi des variations qui sont naturelles et qui, par exemple, ici, on a une oscillation dans l'Atlantique Nord qui est à peu près d'une fréquence de 50 à 70 ans, c'est-à-dire qu'entre un pic ici et l'autre pic ici, vous avez à peu près 50 à 70 ans. Et on voit que la température a été plutôt chaude, vers 1880, de nouveau vers les années 30 à 60, et de nouveau maintenant. Et on voit qu'on termine un peu ce cycle-là plutôt chaud. Et évidemment, on a eu des périodes plus froides, notamment dans les années 1900-1920, et puis des années 70 à 2000. Donc ça, c'est des fluctuations assez lentes. Et par-dessus, on a des fluctuations plus rapides, qui elles sont de l'ordre d'une fréquence plutôt annuelle, ou voire 2 à 3 ans. Et donc on peut voir des paquets d'années, par exemple froides ici, dans les années, avant les années 70, des années chaudes ici, autour des années 90, plus froides ici en 2010-2011, si vous vous souvenez, on a eu pas mal d'épisodes neigeux là, en hiver 2010-2011. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est tout à fait naturel, ces variations assez lentes et ces variations plus rapides, ça c'est tout à fait naturel. Par contre, ce qui est complètement dû à l'homme et non naturel, ce sont des tendances à la hausse qu'on voit depuis les années 60 globalement. Donc ici c'est toujours pareil, vous avez la température globale moyenne sur Terre, donc depuis les 50 dernières années. Et ce qu'on observe ici, donc on observe avec différents outils de mesure, satellites ou même des réseaux de mesure sur tout le globe, on voit une très nette augmentation des températures. Et comment on sait que c'est dû à l'homme ? Eh bien, c'est parce qu'on utilise des modèles climatiques. Alors, un modèle climatique, c'est
très schématiquement, c'est comme un espèce de modèle météo qu'on laisse tourner, au lieu de le laisser tourner 3 jours, une semaine, on va le laisser tourner très longtemps, jusqu'en, par exemple, on peut le commencer en 1940 et le laisser tourner jusqu'en 2020. Et dans ce modèle climatique, on va lui donner des informations, on appelle ça des forçages. Et le forçage le plus important qu'on va lui donner, c'est le CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Et donc, les climatologues ont fait une expérience très simple, c'est qu'ils ont fait un modèle climatique sans le CO2 dans l'atmosphère et un modèle climatique avec le CO2 dans l'atmosphère. Donc, sans le CO2, c'est en bleu et avec le CO2, c'est en orange. Et vous voyez bien que la réponse du modèle, dès qu'on lui injecte du CO2, eh bien, il va répondre exactement comme les observations. Donc c'est ce qui a pu prouver vraiment par A plus B que l'effet des gaz à effet de serre sur l'augmentation de la température globale. Donc c'est vraiment ça l'effet principal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le CO2, qui est le principal coupable dans cette affaire, le CO2 a aussi varié dans le temps. Il ne faut pas s'imaginer que le CO2 était stable dans l'atmosphère. Donc toujours pareil, aujourd'hui vous avez le CO2 ici, et on va remonter en milliers d'années ici. Donc on voit que globalement, la concentration de CO2 est comprise entre 200 et 300 ppm, c'est une unité de mesure du CO2 dans l'atmosphère. Et on voit qu'il y a des variations. Donc on a des périodes plutôt avec assez peu de CO2 dans l'atmosphère, d'autres avec beaucoup de CO2, et on voit des variations assez cycliques. Alors malheureusement, nous, aujourd'hui, on est dans le pic de CO2, et en plus, vous voyez quelque chose, c'est que, on voit donc tout ça c'est naturel, et tout d'un coup, pouf, on voit une élévation brutale du CO2. Donc ça c'est l'effet de l'homme. Tout ça c'est naturel, et là c'est l'effet de l'homme. Et si je zoome ici dans cette période-là, donc c'est le zoom, ça correspond à ici, c'est le CO2 qui est mesuré à Hawaï depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et donc, tous les jours ils font des mesures du CO2. Hawaï c'est intéressant parce que c'est en plein milieu de l'océan, donc c'est un endroit pour bien mesurer le CO2, tout est bien dilué dans l'atmosphère. Et on voit donc très nettement une tendance linéaire, voire même exponentielle en mathématiques, on appellerait ça, avec des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on émet plus de CO2 l'hiver que l'été. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que le CO2 a varié, mais ce qui est injecté là ici depuis les années 1880, disons, a fait quasiment doubler le taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on est passé au-dessus de la barre des 400 ppm, alors que globalement, on est de l'ordre de 200-250 ppm dans la normale. Donc ça, c'était pour vous expliquer la machinerie climatique et vraiment l'impact du CO2 sur le climat. Et maintenant, on se retrouve ici, donc au début de la conférence de Brasparts, où il y a cette slide qui a été présentée, cette diapositive, où on nous dit, on est ici actuellement en 2022, et donc là, vous avez toujours pareil, une échelle temporelle, donc là c'est le passé, là c'est le futur, et ce que vous voyez en couleur, c'est la température globale moyenne, donc froid en bleu et rouge, voire noir en chaud, très chaud. Et nous, ici, en 2020-2022, on se retrouve à une période vraiment clé où il va falloir choisir différents scénarios climatiques. On arrive à un endroit où on peut choisir un scénario, ce qu'on appelle optimiste, où on dégage de moins en moins de CO2, ou alors un scénario pessimiste, où alors on continue les émissions de gaz à effet de serre. Et selon le scénario qu'on va prendre, on voit que la réponse, c'est-à-dire la température globale moyenne, va être plus ou moins forte. Donc là, typiquement, on est dans une augmentation de 1,5 degré à peu près, comme les accords de Paris le proposaient. Et ici, vraiment, on est dans quelque chose de beaucoup plus important.
Donc il faut savoir que dans le rapport du GIEC, en fait, ils mettent en évidence ces différents scénarios climatiques et tout ça est très bien exposé aux politiciens. Maintenant, on peut aller regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui peut se passer voilà, à l'échelle européenne et Afrique du Nord, par exemple. Mais vous avez la même chose sur tous les autres continents. Donc ça, c'est des rapports régionaux du GIEC qui vous montrent un peu l'impact sur différentes variables qui nous intéressent. Alors il peut y avoir la température ici à gauche, je vais insister là-dessus, et les précipitations à droite. Donc je vous incite à regarder seulement la température au départ. Et vous voyez différentes choses. Alors là, il y a la température moyenne en décembre, janvier, février, donc en hiver, et la température moyenne en été, juin, juillet, août. Et ce qu'on peut voir ici, c'est le scénario, disons, optimiste en haut et le scénario pessimiste en bas. Et on a les scénarios intermédiaires, le scénario intermédiaire au milieu. Ce qu'on peut voir, premièrement, c'est que on a des changements en température qui sont strictement positifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers des températures plus faibles dans le futur. Tout va être plus chaud dans cette zone-là de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour le scénario optimiste, en fait, il y a des augmentations qui sont relativement faibles, hein, de l'ordre de 0 à 2 degrés maximum. Par contre, le scénario pessimiste, ici, on va avoir des augmentations très très fortes des températures. Alors c'est assez, si vous regardez bien, la différence est assez nette entre le nord et le sud, et suivant la saison. C'est-à-dire que l'hiver, ici, on risque d'avoir des hivers beaucoup plus chauds que la normale dans l'Europe du Nord, et des étés beaucoup plus chauds que maintenant dans l'Europe du Sud et dans le nord de l'Afrique. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt, on appelle ça des gradients nord-sud. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, toute la côte atlantique là est relativement épargnée en termes de température. Donc en fait, l'océan fait un petit peu tampon et donc on sera relativement peu impacté par les températures, mais quand même on sera un petit peu impacté. Donc ça, Christophe va en parler, j'ai vu sa présentation, il va en parler un peu plus précisément. Par contre, là où ça change beaucoup pour nous, sur la façade atlantique, c'est les changements en termes de précipitations. Donc toujours pareil, l'hiver, l'été. Ce qu'on peut voir, alors je vous incite à regarder ça, c'est le scénario pessimiste, on voit mieux les choses, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est attendu, c'est plutôt des augmentations de précipitations l'hiver sur la partie d'Europe du Nord, donc avec des changements très importants, de l'ordre de 20 à 30% dans certaines régions en plus de précipitations. Ce qu'on peut voir aussi, c'est très inquiétant, c'est la diminution des précipitations en Afrique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en été, on voit beaucoup moins de précipitations donc sur tout l'arc atlantique, là ici, et méditerranéen en haut. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir, c'est que pour nous, ici, globalement, on devrait avoir des hivers plus pluvieux et des étés plus secs. Voilà un peu la conclusion de cette étude qui est assez locale. Toujours se souvenir que, attention, ici on est dans le scénario catastrophe, donc c'est-à-dire si on continue à larguer tout le CO2. Si on est dans un scénario optimiste, vous voyez que les modifications sont beaucoup plus proches de zéro, donc ce qui correspond à du blanc. Mais on a plutôt tendance à aller vers un scénario intermédiaire qui serait celui-ci. Chose intéressante aussi qui a été discutée avec une personne de Météo France qui est intervenue donc à Brasparts, c'est que depuis 50 ans, en fait, Météo France s'est aperçu qu'en Bretagne, il y avait la qualité des précipitations était un peu moindre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de crachins bretons, donc qui avaient un pouvoir très bon en fait sur les sols. Donc l'eau s'imprégnait très bien dans les sols avec ce crachin, et on voit de moins en moins de crachins
ces dernières années, et on voit de plus en plus de précipitations fortes qui ont tendance à ruisseler sur des sols secs. Et donc aussi ce qu'on a pu voir, c'est par exemple pour les 3 dernières années, on a vu des sécheresses importantes au printemps, et notamment cette année au mois de mai, où on était proche des 0 mm cette année dans le Finistère. Alors, dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est une école d'été qu'on a organisée donc, la semaine dernière, qui parle aussi du changement climatique, mais qui utilise un fil rouge, qui est le saumon atlantique, donc qui est bien connu des personnes de la Maison de la Rivière. Et ce saumon d'Atlantique, en fait, il est intéressant parce je vous le rappelle que le saumon, il naît dans nos rivières. Là, ici, on vous montre les rivières bretonnes où naissent les saumons. Et le saumon va donc passer un an et demi en rivière, puis il va aller commencer une migration pour aller s'alimenter autour des îles Féroé, où il va rester un été et un hiver, et ensuite il va soit retourner sur les frayères, donc en Bretagne, ou soit continuer sa migration à l'ouest du Groenland. Donc il y a 2 types de saumons. On parle de castillons qui vont revenir après une année et demie en mer, et puis ceux qui restent plus longtemps, qui font une plus grande migration, on appelle ça des saumons de printemps. Et là vous aviez un bel exemple de saumon de printemps qui est passé à la passe à poissons de Queyramont au-dessus de Landerneau. Vous avez un beau saumon d'environ 80 cm là, qui remonte nos rivières. Alors pourquoi on s'intéresse au saumon donc, pour parler du changement climatique? Eh bien, c'est parce que le saumon il est impacté en rivière par la pression humaine. Il passe un peu de temps dans la rade de Brest où il y a aussi beaucoup de pression humaine. Et ensuite, il va à cet endroit qui est quasiment l'endroit où il y a le plus de changements climatiques, je dirais, au monde. Donc en fait, il est vraiment impacté à différentes échelles, locales, moyenne échelle et puis grande échelle. Et donc il nous permet de traiter différents aspects. Alors, ce qui a été montré lors de cette école d'été, c'est que je vous avais dit qu'il y a 2 types de saumons, les castillons et les saumons de printemps. Donc les castillons qui ont en gros 1 an et demi en mer, et ceux-là qui ont plus d'années, 2 voire 3 ans en mer. Et ce qu'on a pu remarquer, là c'est l'évolution temporelle de la longueur des saumons. Donc dans la vidéo, je vous ai montré, on avait un saumon de 80 cm, comme on pouvait voir dans les années passées, et on voit de moins en moins de gros saumons. Alors là, je crois que ça va jusqu'à 2013, mais la courbe, elle continue à descendre jusqu'à nos jours. Et donc, les scientifiques se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe pour que la taille des saumons diminue ainsi? Et donc, ils ont commencé à regarder les écailles des saumons. Donc, les écailles des saumons, c'est exactement comme lorsqu'on abat un arbre, on voit toutes les stries apparaître, et donc on peut compter et voir comment s'est passé comment a grandi le saumon au cours de sa vie. Donc on voit très nettement son évolution en rivière, donc quand il est tout petit, quand il fait sa première migration donc, aux îles Féroé, là il reste en mer, on ne sait pas trop où il va, et puis ensuite il revient dans nos rivières. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est en regardant la croissance d'un grand nombre d'écailles, on a vu au cours du temps que la croissance en rivière était à peu près stable dans le temps. Par contre, on a vu une nette diminution de la croissance en mer. Donc ce qui fait s'interroger sur qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les îles Féroé, autour des îles Féroé, pour qu'on voit une telle différence de croissance par rapport aux années 80-90. Là, on voit qu'il y a eu une chute. Et donc, les scientifiques travaillent là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ces zones de production où il y a énormément de production primaire et où le saumon va se nourrir. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose qui est un peu plus locale,
c'est ce qu'on appelle la fenêtre de montaison des saumons. Donc vous avez sûrement vu ces images là de saumons qui sautent pour essayer de passer les obstacles. Il faut savoir qu'un saumon, en fait, il va rester en estuaire et il va remonter uniquement quand il aura des conditions de température et de débit de rivière qui vont être intéressantes pour lui. Donc on parle d'optimum en termes de température et de débit de rivière. Et donc le saumon va uniquement remonter les rivières quand il va avoir ces deux conditions de débit, de bon débit et de bonne température. Ici vous avez un schéma qui explique un petit peu ces notions d'optimum. Donc on voit ici que l'optimum, par exemple, pour remonter les rivières pour un saumon, c'est par exemple à la sortie de l'hiver, voilà, jusqu'au printemps, là où on a des températures qui sont acceptables pour lui et des débits qui restent importants. Et on voit que les conditions à la fois thermiques et hydrologiques, en fait, si on fait l'intersection de ces deux conditions, on obtient un laps de temps qui est noté ici. Donc là, vous avez en gros le 1er janvier, et là, vous avez le 31 décembre. Okay, donc là, l'été, avec des températures fortes et des débits faibles dans les rivières. Et l'hiver, vous avez des débits forts. Donc ça, c'est les conditions actuelles, schématiques actuelles, de température et de débit. Maintenant, si on se place dans le futur, et là vous avez la courbe rouge, je vous ai dit que dans le futur, on aurait une augmentation globale des températures, que ce soit en hiver ou en été, à peu près la même chose. Donc on rehausse un petit peu les températures en hiver et en été. Et de même, en fait, les débits vont changer. Donc comme je vous ai dit, il va y avoir plus de débit l'hiver et moins de débit l'été. Okay, plus de précipitations l'hiver, moins l'été. Donc en termes de débit, ça va se traduire comme ça. Et donc on voit que ces modifications en fait, qu'ils vont avoir dans le futur vont créer des fenêtres de montaison, en gros des fenêtres de tir pour le saumon pour remonter en rivière, qui vont se décaler dans le temps et puis aussi qui vont se réduire sensiblement. Donc là, vous vous souvenez, les conditions optimales hydrologiques pour les débits, elles étaient sur une très large période de temps, et dans le futur, on s'attend à avoir des périodes très très courtes. Et donc ce qui fait que si on fait l'intersection ici des différentes conditions, eh bien on voit que finalement, dans le temps, dans le futur, les saumons auront une fenêtre de montaison qui va être beaucoup plus réduite. Et au printemps, on voit que ça va se décaler dans le temps. Donc ça, vous voyez qu'avec le saumon, on arrive déjà à parler du changement climatique, et on voit qu'une espèce comme celle-ci, qui est migratrice, qu'on voit à la fois dans nos rivières et à la fois à côté du Groenland, va être vraiment impactée par le changement climatique, en termes de nourriture au large du Groenland et en termes de débit et de température ici dans le Finistère. Une toute dernière chose pour vous montrer le lien entre le climat et la biodiversité, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, donc j'introduis un peu le discours de Christophe qui va intervenir tout à l'heure. C'est une expérience du CNRS qui est très récente et qui s'intéresse à quelque chose qui est ni un champignon, ni un animal, ni une plante. C'est très particulier, c'est le blob. Je suis sûr que vous en avez déjà vu en automne dans nos forêts. Donc c'est un espèce c'est quelque chose qui ressemble à un champignon jaune et qui se développe sur la matière en décomposition. Et donc, je vais vous repasser la vidéo, mais le blob, c'est une espèce sur laquelle le CNRS a lancé une étude participative. C'est-à-dire qu'il y a plein de foyers en France qui font des mesures comme ça d'évolution du blob en lui donnant à manger. Là, on ne voit pas, mais on aurait pu là, on lui donne à manger et là, on ne lui donne pas à manger. Et quand on lui donne à manger, il se développe, il va chercher la nourriture. Et quand il n'y a pas à manger, il cherche dans toutes les directions jusqu'à trouver quelque chose.
Et donc, pourquoi on utilise le blob? Eh bien, c'est pour regarder l'impact du changement climatique sur cette chose-là. Donc, l'expérience du CNRS est assez intéressante parce qu'il demande donc aux familles en fait qui font ces expériences. Donc, ils envoient par la poste des blobs ainsi, et ils demandent dans les foyers de séparer les blobs en deux parties. Il y a une partie contrôle et une partie, disons, changement climatique. Donc la partie contrôle, en fait, on laisse le blob se développer sans utiliser d'augmentation des températures. Et d'un autre côté, on met des blobs au-dessus d'une lampe chauffante pour voir quelle est sa réaction face à une température alors soit des températures qui sont fortes sur une durée longue, soit des températures très intenses comme on peut voir dans les vagues de chaleur, ou soit un mix des deux. Et donc l'idée c'est de comparer l'évolution des blobs avec et sans changement climatique pour voir un peu leur réaction, s'ils se développent moins bien, s'ils s'adaptent à la situation, ce genre de choses. Voilà, donc ça on pourra en rediscuter si vous voulez, c'est une expérience que je trouve intéressante et qui commence à faire le lien en fait entre la biodiversité et le changement climatique. Voilà, je vais arrêter ici. Bon, bonsoir à tous. Je vais avoir la lourde responsabilité de vous présenter un petit peu l'impact possible des changements climatiques sur les eaux douces en Bretagne. On fera un focus plutôt sur les cours d'eau, sur les lacs, c'est encore des choses un petit peu différentes. Alors, je dis que c'est une lourde responsabilité, ce que vous allez voir, c'est assez compliqué de prévoir l'impact des changements climatiques en Bretagne, parce que nous n'avons pas d'écosystème particulier, on n'est pas dans des systèmes de montagne, on n'est pas dans des systèmes méditerranéens qui sont déjà sous tension, on est dans un système tempéré qui est très tamponné par l'océan, par l'Atlantique et son impact. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais bon, je vais vous donner encore, en tout cas, quelques éléments de clés de compréhension des risques possibles et comment tout ça peut évoluer au cours du temps. Donc, tout d'abord, je vais faire quelques rappels, parce que j'imagine que dans la salle, tout le monde n'est pas familiarisé avec le fonctionnement des cours d'eau. Donc, je vais vous donner quelques éléments de base. Ça va le micro, là? C'est bon, d'accord. Donc, je vais vous donner quelques éléments de base pour comprendre un petit peu comment marche une rivière. Donc, tout d'abord, le premier élément, c'est le cycle de l'eau. C'est quelque chose que vous avez probablement tous entendu parler, vu peut-être à l'école, vous l'avez étudié. En fait, on l'étudie à l'école, mais en général, on le comprend mal. Donc, je vais essayer de vous donner essayer de corriger la compréhension que vous pouvez en avoir. Donc, classiquement, ce qu'on apprend à l'école, c'est que l'eau s'évapore de l'océan, forme les nuages arrivent sur les continents et par le refroidissement, on va condenser et la pluie va tomber. La pluie va ruisser sur le sol, couler jusqu'aux rivières, les rivières coulent jusqu'à l'océan et le cycle est bouclé. Ça, c'est l'image qu'on apprend à l'école qui est largement fausse, malheureusement. Donc, en fait, elle n'est pas fausse, elle est juste incomplète. C'est qu'il manque un compartiment, c'est cette partie-là qu'on n'étudie pas à l'école et qui est pourtant fondamentale. C'est l'infiltration dans les sous-sols, dans le sol, et l'alimentation des aquifères, donc ces grands réservoirs d'eau souterrains. Puisque si on regarde un petit peu, si on met des chiffres au regard de ce cycle, on s'aperçoit déjà que l'eau douce est très rare sur Terre. Hein. Seulement 2,8% de l'eau sur Terre est sous forme d'eau douce, 98% de cette eau, 97% de cette eau est salée dans les océans. Donc uniquement à peine 3% de l'eau sur Terre. Et si vous regardez la répartition de ces eaux, finalement, l'essentiel de ces masses d'eau est piégé dans les glaces, c'est les calottes polaires, c'est les glaciers dans les montagnes. Et finalement, on va avoir 26% de l'eau qui va être disponible pour ces écosystèmes d'eau douce. Et si on prend l'ensemble des rivières, des fleuves, des lacs, de toute la planète, cela ne représente que 0,3% de l'eau, alors que les eaux souterraines représentent 23%. Vous voyez, quasiment 100 fois plus d'eau dans le sous-sol que sur l'ensemble des lacs, rivières, etc. Donc c'est un compartiment qui est largement négligé et qui est pourtant fondamental dans le cycle de l'eau, puisque l'eau va bien arriver par les nuages, va bien tomber sous forme de la pluie, mais avant de ruisseler sur le sol,
elle va s'infiltrer, la plus grande partie de l'eau va s'infiltrer, et en s'infiltrant, elle va rejoindre ces aquifères souterrains où elle va rester potentiellement pendant très longtemps avant de remonter en surface. Donc ça, c'est mon exemple d'après. Si on regarde un petit peu maintenant comment fonctionne, ici vous avez la rivière qui est au centre, et si on faisait une coupe du sol en dessous de la rivière, vous allez avoir différents niveaux. Vous allez avoir en fait ce qu'on appelle la zone non saturée qui est faite d'alluvions. En fait, c'est le sédiment, c'est tout le sable, le gravier, etc. que vous allez retrouver sous les rivières, dans lequel vous allez avoir des circulations d'eau qui vont se faire très lentement à l'échelle de l'année ou de la dizaine d'années. Donc l'eau qui s'infiltre dans le sol, elle va rester dans ces compartiments-là pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à une dizaine d'années, avant de potentiellement ressortir au niveau des cours d'eau. Il faut imaginer que la Terre, c'est une grosse éponge, que de l'eau, vous en avez partout, même dans le marbre, vous avez de l'eau, et il y a des modèles récents mathématiques qui prédisent même de l'eau dans le noyau terrestre. Donc de l'eau, vous en avez partout sur la planète. Donc la Terre, c'est une grosse éponge, et en fait, les cours d'eau, c'est simplement quand vous mettez une éponge sur un robinet d'eau, l'eau va d'abord s'absorber dans l'éponge, et une fois que l'éponge est saturée en eau, elle va commencer à couler au-dessus de l'éponge. Ben, finalement, ce qui coule au-dessus de l'éponge, c'est les cours d'eau. Et la Terre, c'est l'éponge. Donc l'eau est stockée d'abord dans le sous-sol, où elle va rester plus ou moins longtemps. Donc quand elle est à faible profondeur ici, elle va rester que quelques mois, quelques années. Et puis plus on va descendre dans la croûte géologique, et plus les circulations seront très lentes jusqu'à atteindre des centaines de milliers d'années. Donc on a un cycle qui va extrêmement contraindre le fonctionnement des cours d'eau, en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Souvent, les agriculteurs nous disent qu'ils n'arrêtent pas de faire des efforts depuis 40 ans sur la réduction des nitrates rejetés dans les cours d'eau. Il y a tout un tas de choses et on ne voit pas les effets sur les rivières. Tout simplement, pourquoi on ne voit pas les effets sur les rivières tout de suite? C'est que des collègues de Rennes se sont amusés à dater l'âge des rivières, l'âge de l'eau qui coulait. Ils ont été dans des ruisseaux, ils ont mesuré l'âge de l'eau, on a des techniques pour cela, et ils ont mesuré que l'âge d'un petit ruisseau, qui fait 1 mètre de diamètre, vraiment un tout petit ruisseau, l'eau avait entre 30 et 50 ans. Donc l'eau qui coule à un moment donné, elle a entre 30 et 50 ans. C'est pas du tout l'eau de la pluie de la semaine d'avant. Donc, puisqu'il y a ce phénomène d'infiltration, de réservoir qui va être stocké pendant un certain temps avant de remonter à un moment ou à un autre dans la rivière. Donc, ça explique les problèmes de décalage entre les pratiques agricoles et finalement la dépollution de l'eau qui va devoir prendre encore des dizaines d'années avant de pouvoir remédier, puisque les polluants sont stockés dans les sous-sols et ils vont continuer à remonter dans les cours d'eau pendant un certain temps. Donc ça, c'est un premier chose. Donc 30 à 50 ans pour l'âge d'une petite rivière, et il faut savoir que finalement, quand on prend de l'eau dans une rivière à un moment donné, entre 70 et 80% de l'eau qui coule vient du milieu souterrain. Et la part qui vient de la pluie, qui ruisselle en surface et qui est alimentée par la pluie, c'est seulement 10 à 20% de cette eau. Donc il faut avoir ça en tête pour comprendre un petit peu comment marche ce cycle de l'eau. Alors après, en ce qui concerne les changements climatiques, je vais vous parler aujourd'hui uniquement des risques directs liés au changement climatique. Les principaux, je ne vais pas parler des risques indirects qui pourraient être liés, par exemple, changement d'usage des terres, changement de pratiques agricoles, etc., qui vont être liés aussi au changement climatique et qui peuvent impacter les cours d'eau, mais dont on ne connaît pas encore les évolutions futures. Donc je vais m'attaquer aux impacts directs. Et 3 impacts principaux que j'ai retenus, c'est l'augmentation de la température, bien évidemment, donc on va en parler un petit peu. Ensuite, la réduction des débits, pour moi, ça va être le principal impact. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec ces histoires de précipitation et de diminution de précipitations estivales. Donc on parlera pas mal de la réduction de débit. Et puis un autre effet qui est un peu moins connu, mais on est en Bretagne. En Bretagne, la mer n'est jamais très loin de la Bretagne. Et donc quand on est à proximité des côtes, on a des risques liés à l'intrusion d'eau de mer, qui sont liés aussi au changement climatique. On en parlera un petit peu sur la fin. Alors en ce qui concerne l'augmentation de la température, donc je vais reprendre un petit peu des éléments de cadrage, un peu à la suite de ce qui a été fait tout à l'heure. Donc ici vous avez le climat actuel en Bretagne, c'est la moyenne des 30 dernières années, on va dire. Donc vous voyez, avec des zones un peu plus fraîches au centre-Bretagne, et puis des zones un peu plus chaudes quand on va vers la Vendée.
Donc vous voyez des différences de température qui sont de l'ordre de, on va dire, on est à 10, 11 degrés pour cette partie-là de la Bretagne, et puis on arrive, si on prend Rennes par exemple, en limite extérieure, on va être autour de 12, à peu près 2 degrés, entre 2 et 3 degrés de différence entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Donc ça, c'est la situation actuelle. Là-dessus, Météo France et les modèles climatiques du GIEC prédisent. Alors j'ai mis les deux scénarios. Il y a plusieurs scénarios qui ont été développés par le GIEC. On en a parlé tout à l'heure. Il y en a au moins 4 pour les plus récents. Là, j'ai pris les deux extrêmes. Donc ça, c'est le plus optimiste. Je vais vous rappeler un petit peu la diapositive de Pierre. C'était le scénario qui était tout en haut, qui prédit en fait pour la Bretagne une augmentation de température de l'ordre de 1 degré. Et puis le scénario le plus pessimiste pour la Bretagne, qui montrait jusqu'à 3 degrés. Donc la Bretagne est relativement épargnée du fait de l'influence océanique, donc c'est vrai qu'on ne va pas avoir des augmentations extrêmes de température comme on pourrait avoir dans le sud de la France ou dans les pays sud-méditerranéens par exemple. Donc un effet possible des changements climatiques, on va être probablement dans cette fourchette-là entre plus 1 et plus 3 degrés pour les températures. Alors vous allez dire c'est pas grand-chose puisque plus 1, plus 3 degrés, c'est déjà la différence qu'on a entre Rennes et Brest, par exemple. Donc on pourrait se dire, bon, les conséquences en termes de climatologie de la température moyenne sont probablement assez faibles. À cela s'ajoutent plusieurs facteurs. Donc, tout d'abord, en Bretagne, on n'a pas d'espèces. Donc l'impact des changements de température, les changements moyens de température, ça se traduit notamment pour des espèces qui vivent dans les montagnes, qui sont des espèces qui vivent dans des environnements froids, qui sont très sensibles à la chaleur et qui, si la température augmente, ces espèces vont disparaître. Donc on n'a pas de grandes montagnes en Bretagne, en Arrée ne sont pas assez hautes pour ça. Mais du coup, on n'a pas d'espèces vraiment endémiques, spécifiques de la Bretagne, qui seraient des espèces plutôt du nord de l'Europe et qui survivraient en Bretagne parce qu'elle est froide et qui pourraient disparaître par un réchauffement de 3 degrés. Donc on n'a pas ce cas de figure-là en Bretagne. D'autre part, dans les milieux aquatiques, la plupart des organismes, alors si j'exclus les quelques mammifères que l'on peut avoir, avec quelques photos derrière, comme la loutre, etc., ou des vertébrés comme les oiseaux aquatiques, tous les organismes qui vivent dans les milieux aquatiques, que ce soit les poissons, les invertébrés, les mollusques, les crustacés, les insectes, sont des animaux à sang froid ou plus ou moins froid. Et donc c'est finalement des animaux qui tolèrent assez bien des réchauffements de température de l'ordre de 2-3 degrés, c'est pas forcément un critère majeur. Ça peut avoir des conséquences indirectes sur leur cycle de vie. On en a parlé tout à l'heure pour le saumon qui va avoir du mal à trouver sa nourriture dans les îles Féroé, donc qui va un peu maigrir. Mais c'est des animaux qui sont quand même habitués à avoir une température corporelle qui change en fonction de la température du milieu extérieur. Donc c'est pas. Et puis les cours d'eau, les plans d'eau sont des milieux extrêmement instables au niveau de température. La température d'une rivière elle peut changer de 10-15 degrés sur 24 heures. Donc ce sont des organismes qui tolèrent quand même dans une certaine mesure les fluctuations de température. Donc cette température moyenne, on n'a pas d'espèces spécifiques de l'Est, de l'Ouest du Finistère qui seraient impactées et remplacées par des espèces qui viendraient de Rennes, puisque globalement c'est les mêmes organismes. Alors pourquoi c'est les mêmes organismes ? C'est aussi une histoire géologique derrière tout ça, c'est pour ça que je commence à voir que l'histoire est assez complexe de comment mesurer un peu cet impact des changements climatiques. Il faut savoir que une grande partie de la Bretagne était sous les glaces lors des dernières glaciations il y a 10 000 ans. Donc en fait, c'était sous la glace, il n'y avait pas d'eau qui circulait, il n'y avait pas d'organismes. Et finalement, tous les organismes qu'on trouve maintenant en Bretagne depuis le dégel des glaciers, en fait, ce sont des organismes qui viennent déjà du sud de l'Europe, du sud de la France, qui ont remonté en fait au fur et à mesure que du retrait des glaciers, les espèces colonisaient les nouvelles rivières qui apparaissaient au front des glaciations. Et du coup, les espèces qui ont colonisé le Finistère, etc., étaient déjà des espèces présentes en Vendée, dans le centre de la France, et qui ont recolonisé. Donc finalement, ce sont les mêmes espèces. C'est pour ça qu'on n'a pas d'espèces endémiques très, très spécifiques de la Bretagne ou de l'ouest de la Bretagne qui seraient menacées. On a quelques espèces potentiellement au niveau des espèces souterraines, des espèces qui vivent dans ces aquifères souterrains, parce qu'il y a aussi de la vie dans ces aquifères, c'est pas juste de l'eau. Il y a des organismes qui, eux, peuvent être impactés par un changement de température, mais c'est vraiment un très petit nombre d'espèces. Ce qui va être... donc si vous regardez un petit peu les conséquences de température, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus 1, plus 3, donc là c'est le scénario optimiste.
Donc on voyait les températures actuelles, l'horizon 2030, l'horizon 2050, 2080. Donc vous voyez que finalement les températures dans ce scénario-là ne bougent pas beaucoup. Ça bouge beaucoup plus dans l'est de la Bretagne et en Vendée, où là on a un réchauffement qui est net. Mais on va dire pour la partie ouest de la Bretagne, le Finistère, les changements sont pas forcément très très importants. Si on prend même le scénario le plus pessimiste, grosso modo, vous voyez que le climat actuel du Finistère sera remplacé par le climat, on va dire, actuel de Rennes. Ce que je vous disais, hein, c'est pas des bouleversements climatiques majeurs en termes de température. Ce qui est plus embêtant, ça va être les événements extrêmes. Ce qui est plus embêtant, donc, c'est ces augmentations de température supérieures à 30 degrés, des périodes de canicule de plus en plus fréquentes. Il faut savoir que d'ici 2030, un été comme l'été 2003, de la canicule de 2003 sera la moyenne. Dans 10 ans, même pas. Donc c'est des choses qui vont arriver très vite. Donc on va avoir des pics de chaleur pendant l'été avec des températures qui dépassent 30-35 degrés très régulièrement, très fréquemment. Et ça peut avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur, par exemple, des explosions de cyanobactéries, qui sont des algues toxiques qui se développent dans les plans d'eau et qui aiment bien les températures. Donc elles se développent pendant l'été. Lorsque les températures sont fortes, dépassent 25 degrés, c'est là qu'on va avoir un risque de prolifération de ces algues qui sont toxiques pour les animaux, pour les êtres humains. Une cyanobactérie, ça peut tuer une vache, selon les espèces. Donc c'est des risques qui peuvent être importants et qui peuvent être toxiques pour l'écosystème. En plus, lorsque l'on va augmenter la température, on va diminuer la quantité d'oxygène. Il faut savoir que plus l'eau est froide, plus on va avoir de l'oxygène dedans. Plus l'eau est chaude, moins on va avoir d'oxygène. Donc lorsque la température va monter de l'eau, on va avoir une diminution de cet oxygène et les poissons, les organismes qui vivent dans l'eau ont besoin de cet oxygène pour respirer. Et donc ça peut aussi avoir des conséquences en termes d'oxygène disponible et surtout que vous allez voir, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, l'oxygène va être aussi associé à la qualité de l'eau puisqu'il y a un certain nombre de pollutions chimiques qui vont être amplifiées lorsqu'on n'a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau. Donc ça peut avoir des conséquences importantes, notamment si la température de l'eau dépasse 20 degrés. Et c'est là la difficulté, c'est que les modèles du GIEC vont nous donner les modèles de température atmosphérique de l'air. On va dépasser 30-35 degrés dans l'air. Mais quelles vont être les conséquences sur la température de l'eau? C'est extrêmement difficile à prévoir parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette eau qui va se réchauffer au contact de l'air, elle va passer plusieurs années, plusieurs dizaines d'années dans le sous-sol avant de ressortir. Et donc il n'y a pas de corrélation directe entre la température de l'air et la température de l'eau. Donc, en tout cas, sur les fluctuations comme ça à court terme, on sait qu'on a une corrélation entre la température moyenne annuelle de l'air et de l'eau. C'est-à-dire qu'en Bretagne, il fait 11 degrés à peu près en moyenne de la température de l'air et l'eau souterraine va être à 11 degrés. Il y a un équilibre qui se fait. Mais pour des fluctuations d'événements extrêmes qui durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'est pas capable de dire à l'heure actuelle quelles vont être les conséquences sur la température de l'eau. Et donc si on va dépasser ces fameux 20 degrés ou 25 degrés qui posent des problèmes. Là, je vous ai illustré ça avec une étude, donc c'est une étude américaine, qui a fait des suivis quotidiennes de température. Donc vous avez en rouge la température de l'air. Donc vous voyez, les fluctuations, elles peuvent atteindre, ça peut aller ici de moins 20 degrés à plus 10. Donc on a des variations de 30 degrés sur 24 heures de la température de l'eau. Donc une fluctuation qui est énorme, de la température de l'air, pardon. Par contre, si vous regardez l'eau en bleu, la température de l'eau, elle ne bouge quasiment pas sur la même période. Donc il y a ce tamponnage en fait qui est lié à la résidence de l'eau dans les milieux souterrains qui sont à l'abri du soleil, qui sont à l'abri de cette chaleur-là. Et donc il est difficile de prévoir, même si vous voyez que la température de l'eau, globalement en moyenne, elle suit la température de l'air, les fluctuations ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Et du coup, ces événements extrêmes, ces canicules, elles ne vont pas forcément avoir d'impact sur la température de l'eau. Donc pas forcément de conséquences. Et ça, on n'est pas capable à l'heure actuelle de prévoir ça correctement. Alors, donc sur la température, voilà, on est entre la température moyenne, probablement pas beaucoup d'effets. Par contre, les fluctuations pourraient en avoir, mais on n'est pas capable de le prédire. Par contre, ce qu'on maîtrise beaucoup mieux, c'est les conséquences du réchauffement climatique en termes d'assèchement. Donc, et là, les conséquences sont importantes. Vous imaginez bien un milieu aquatique qui s'assèche, c'est plus un milieu aquatique, et pour les organismes aquatiques, ça devient un problème. Mais avant même de s'assécher, ça va causer des problèmes. Le simple réduction du débit de la rivière, le simple réduction du volume d'eau va poser un grand nombre de difficultés pour ces organismes. Alors,
Jusqu'à récemment, sur la Bretagne, on n'avait pas grand-chose, c'était pas une thématique, ça commençait à devenir important depuis 3-4 ans au niveau régional, jusqu'à maintenant on se disait, bon la Bretagne, on est à l'abri du changement climatique, au contraire, même si on pouvait avoir 2 degrés de plus, ça serait peut-être pas plus mal. Donc les politiques, et puis même les scientifiques n'étaient pas forcément... ils travaillaient plutôt dans le sud de la France, plutôt en Vendée où il y avait des soucis, un peu moins en Bretagne. Et alors récemment, ça a changé, notamment, là je vous présente des travaux que j'ai volés avec son accord. Un de mes collègues et étudiants qui travaille en géosciences et qui travaille sur justement l'impact des changements climatiques sur les eaux, dans le cadre d'une chaire qui s'appelle chaire Eau et Territoire de la fondation de Rennes 1, qui est financée en partie par Rennes Métropole. Donc, ils se sont intéressés justement du coup à essayer de comprendre les conséquences en Bretagne des changements climatiques sur les débits des rivières. Donc là, vous avez un graphique qui est un peu compliqué. C'est au niveau du barrage de la Chaise, donc c'est une des principales retenues d'eau potable pour la ville de Rennes. C'est un site qui est important. Donc ici, vous avez des mesures de débit entre 1990 et 2021. Donc ils ont mesuré des débits. Et ils ont mesuré 2 paramètres, en fait, qui est la différence entre les précipitations, donc la quantité de pluie qui arrive sur le territoire, l'évaporation, puisque quand l'eau tombe, une grande partie de cette eau va repartir dans l'atmosphère, va s'évaporer, va repartir dans l'atmosphère. Et finalement, ce qui va être efficace, on va dire, pour alimenter les eaux souterraines et les rivières, ça va être la différence des deux, c'est vraiment ce qui va s'infiltrer dans le sol. Alors ce graphique il est un peu plus compliqué, on peut le simplifier. C'est grosso modo, vous avez cette barre bleue là, qui vous dit que le débit il est supérieur à la différence entre les précipitations et l'évaporation. C'est-à-dire que la rivière en fait dépasse la quantité d'eau qui tombe et qui s'infiltre, et donc ça veut dire que vous allez vidanger vos réservoirs souterrains. C'est l'eau souterraine part dans la rivière, elle va alimenter la rivière, et donc la rivière va drainer, va vidanger ces réservoirs d'eau souterrains. Donc ça, c'est plutôt, si vous regardez les numéros des mois 1, 2, 3, donc c'est plutôt ce qui va se passer, on va dire, de janvier à septembre. Donc là, vous avez la rivière, en fait, elle va drainer la nappe, elle va drainer les eaux souterraines. Et puis en dessous de cette courbe, dans la partie grisée, là, qui correspond au mois, donc septembre, fin septembre, octobre, novembre et décembre, c'est là que vous allez alimenter. Le débit est inférieur à la différence entre la précipitation et l'évaporation, c'est-à-dire que vous allez recharger vos eaux souterraines. Donc finalement, les eaux souterraines se rechargent en Bretagne entre octobre et décembre, et le reste de l'année, en fait, les eaux souterraines vont être vidangées par les cours d'eau. Donc ça, c'est le constat actuel. Alors ça, c'est une autre représentation. Ça, c'est sur une période de plus récente. C'est la comparaison, en fait, entre la partie, on va dire, 90-2000 et puis 2010-2020, donc la dernière décennie. Vous avez déjà un changement important qui s'est opéré. Si vous regardez, on n'a plus cette droite-là linéaire ici, mais on a un changement en fait alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques qu'il y a derrière. En fait, on a un changement de fonctionnement du système depuis 10 ans. Donc au cours de la dernière décennie, on a une modification du système avec une part de plus en plus importante du stockage de l'eau souterraine dans les débits, puisque les précipitations ont diminué et on a déjà un impact sur les débits. Et ce qu'on mesure ici, c'est si vous regardez en rouge, donc la période 2010-2020, alors si vous vous intéressez en fait en bas de la courbe, on voit qu'en fait on a des étés qui vont être des étiages de plus en plus sévères. En fait, on a une décharge qui est de plus en plus faible, en fait, ce qui traduit en fait déjà un déficit en eau souterraine qui commence à être assez importante et qui n'arrive plus à soutenir le débit des cours d'eau. Donc maintenant, c'est la situation actuelle, et si on regarde un petit peu comment ça va évoluer à l'avenir, donc là, Ronan s'est amusé à comparer, en fait, à compiler plusieurs modèles, dont les modèles de Météo France, mais pas que, et puis ils les ont couplés avec les scénarios du GIEC sur les changements climatiques, les 4 scénarios, les RCP, là c'est les 4 scénarios dont on vous a parlé tout à l'heure, pour voir un petit peu les conséquences que ça allait avoir, les modifications de précipitation sur les variations de débit. Donc alors ils ont poulé, alors les scénarios sont là. Là ici en fait vous avez la moyenne de calibration de l'histoire avec
de modèles. En fait, c'est la moyenne de 8 modèles mathématiques différents qui a été utilisée pour avoir quelque chose de plus robuste possible. Donc ça, c'est l'évolution de la température dans les eaux sur les dernières décennies. Et puis là, c'est la prédiction, en se basant sur les modèles du GIEC, c'est l'évolution de la température de l'eau au cours des prochaines décennies. Donc là, on voit qu'on a, dans le scénario pessimiste, on a une augmentation qui est quand même de l'ordre de 4 à 5 degrés, donc ce qui est supérieur à ce qu'on attend dans l'atmosphère. Et puis dans les scénarios optimistes, globalement, on a une augmentation de 1,5. Donc finalement, on retrouve un petit peu ces différences de plus 1, plus 3 degrés qu'on avait dans l'atmosphère. Alors là, ils ont été plus loin, c'est qu'ils ont utilisé ces variations de température. À partir de la température, ils n'ont pas calculé l'évaporation possible, etc. Et ils en ont déduit en fait les débits. Les recharges en eau souterraine de ces eaux souterraines d'alimentation, donc toujours avec les deux scénarios. Alors on a pris le plus optimiste et le plus pessimiste pour avoir un peu une fourchette, une amplitude possible, saison par saison, et on voit que finalement en automne, on va avoir un scénario optimiste qui est plutôt favorable, c'est-à-dire que par rapport à la situation actuelle, globalement, on va dire qu'on retrouve des mêmes valeurs à l'automne. Donc on aurait une recharge en fait automnale qui se maintiendrait dans les mêmes conditions qu'actuellement. Par contre, dans le scénario, dans la version plus pessimiste, on a un déficit à l'automne. Rappelez-vous, l'automne, c'est la période où l'eau se recharge en Bretagne. C'est une période extrêmement importante, c'est là que les eaux souterraines vont être alimentées. Donc là, on aurait un déficit qui serait relativement important dans le scénario pessimiste. Après, sur les autres saisons, on a globalement la même chose. Donc hiver, pas beaucoup de changements pour le scénario optimiste. On retrouve des valeurs en bleu qui sont à peu près identiques à celles en noir actuelles. Par contre, dans le scénario pessimiste, une diminution. De même au printemps et à l'été, avec là quand même pour l'été, une petite déficit qui se fait par rapport à la période actuelle. Donc à partir de ces évolutions de recharge, et comme ils connaissent la relation entre la recharge et le débit des cours d'eau, ils se sont amusés à regarder quelles étaient les conséquences de ça en fait sur les écoulements. Alors là, c'est le QMNA5, c'est le débit minimal observé sur au moins 5 ans. C'est une valeur un peu standardisée. Retenez que c'est le débit de la rivière, c'est une façon de débit de la rivière. Et vous voyez que les différences entre le scénario optimiste en bleu et le scénario pessimiste en rouge, on peut avoir des différences de l'ordre de 50 000 mètres cubes de différence, donc d'écoulement, de débit par an. Donc c'est des quantités qui sont assez importantes. Et si on retraduit ça, maintenant qu'on a le débit, on va pouvoir déterminer les conséquences en termes d'assèchement sur les cours d'eau. C'est ce qu'ils ont fait ici. Donc vous avez le scénario pessimiste, le scénario pessimiste en rouge, optimiste en bleu. Vous voyez ici, en bleu, c'est toutes les rivières qui vont rester permanentes. Donc ça, c'est le bassin versant de la Vauloise, c'est une petite rivière qui coule entre Rennes et Saint-Brieuc. Vous voyez qu'ici, le cours principal de la rivière va rester permanent. Dans le scénario optimiste, vous allez avoir quelques affluents, par contre, qui vont s'assécher en orange. Par contre, dans le scénario pessimiste, vous voyez que la plupart des affluents vont s'assécher et uniquement le cours principal va rester en eau. Donc là, des conséquences en termes d'assèchement qui peuvent être assez considérables. Et là, je vous ai mis dans l'exemple ici, c'est en hiver. Actuellement, les rivières s'assèchent en été, fin d'été en général en Bretagne. Là, c'est même des assèchements qu'on va observer au cœur de l'hiver. Donc l'été, ce sera encore pire. Alors, maintenant, si on en vient un petit peu aux conséquences de ces assèchements sur les organismes, alors, j'ai pas trouvé d'exemple en Bretagne, malheureusement. On est en train de commencer à lancer des études, donc on n'a pas encore de résultats prépondérants. Ça, c'est une étude que j'avais réalisée il y a quelques temps. Alors, on est de l'autre côté de la France, on est au nord de Lyon, entre Lyon et le Jura. Donc, sur la plaine de l'Ain, vous avez le fleuve, le Rhône, ici, puis l'Ain, qui est la rivière Ain, qui est son principal affluent. Et cette rivière, elle est bordée par un certain nombre de zones humides. Ici, que vous voyez, c'est tous les petits traits que vous avez là. Et ces zones humides ont tendance à s'assécher de manière saisonnière du fait d'irrigation agricole principalement. Donc à partir du mois d'avril-mai, les agriculteurs sont obligés d'irriguer le maïs, parce qu'il y a très peu d'eau dans cette région-là, donc ils pompent dans la nappe, et ils abaissent le niveau de la nappe, et en abaissant le niveau de la nappe, ils vont assécher en fait ces zones humides.
Donc le niveau de la nappe, à ce niveau-là, il baisse de 4 mètres quand il commence à pomper. Donc c'est pour vous dire, tout ce qui est à moins de 4 mètres, en fait, ça sèche. Donc c'est des quantités d'eau assez astronomiques. Et donc c'est malheureusement du coup un bon modèle pour étudier l'effet des assèchements sur les cours d'eau, puisque ça, c'est des assèchements qui ne sont pas naturels, qui sont provoqués par les pompages, mais qui finalement simulent un petit peu les conséquences probables du changement climatique à l'avenir. Donc on a travaillé en fait sur ces bras morts. Alors on s'est intéressé à tout un tas de choses. On a suivi notamment leur chimie, voir comment évoluer les caractéristiques chimiques de l'eau au cours de l'assèchement. Alors je suis désolé, j'ai repris ça d'une étude, c'est en anglais. Mais bon, grosso modo, donc before c'est avant assèchement, donc c'est la chimie avant assèchement. Donc low flow c'est la période de basse eau, donc c'est au cœur de l'assèchement. On n'a pas étudié de sites qui s'asséchaient complètement parce que ça n'avait aucun sens. On travaille sur les organismes aquatiques, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'organismes aquatiques. On n'a pas besoin de faire une étude scientifique pour le voir. Donc on a travaillé dans des zones où l'eau diminuait très fortement. C'est par exemple, typiquement, c'est ce qu'on va retrouver ici, voilà, des flaques où il ne reste plus que des flaques d'eau. Et donc là, on a avant assèchement, on a pendant l'assèchement et après assèchement. Donc vous voyez que la chimie, en fait, finalement, elle change complètement pendant l'assèchement, mais elle revient à un état initial qui est globalement le même. La chimie va être impactée par l'assèchement et revenir après. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe pendant l'assèchement. Et ce qu'on note pendant l'assèchement, alors bon, je vous passe les détails de l'analyse, mais bon, retenez, en rose, c'est ce qui va vraiment changer pendant l'assèchement. Ce qu'on observe, c'est une augmentation de la température de l'eau. Une augmentation du NH4, le NH4 c'est l'ammonium, c'est une des formes de l'azote, on va en parler juste après, et puis du phosphore ici. Donc on a une augmentation de ces éléments-là, et au contraire on a une diminution de l'oxygène. Ça c'est normal, je vous ai dit, plus la température monte, moins il y a d'oxygène. Comme la température monte, il y a moins d'oxygène dans l'eau, ça c'est ce qu'on attend à voir. Et en même temps que la température elle monte, on a d'autres formes ici de polluants, du phosphore et l'ammonium, ce sont des toxiques, qui eux vont augmenter aussi pendant l'assèchement. Et donc ça va rendre l'eau plus toxique pour les organismes. Donc ça va les affecter puisqu'on va avoir une plus grande concentration en polluants. Alors pourquoi cette concentration en polluants elle vient avant tout de l'oxygène. Donc je vous ai dit, l'augmentation de la température va faire diminuer la concentration en oxygène. Et dans l'eau, vous avez en fait l'azote. Si on prend l'exemple de l'azote, vous avez 3 formes principales de l'azote. Vous avez la forme nitrate, que vous connaissez probablement tous, qui est en NO3, donc c'est une molécule d'azote et 3 molécules d'oxygène. Vous avez une forme nitrite et une forme ammonium. Et vous avez en fait un équilibre physico-chimique entre ces 3 molécules en fonction de la température, de la concentration d'oxygène, etc. Vous allez avoir une forme ou une autre. C'est pas anodin, puisque la toxicité va être complètement différente entre ces 3 formes. Le nitrate, on parle toujours de nitrate, oh là là, les directives, c'est 50 mg de nitrate, vous en avez tous entendu parler dans l'eau du robinet. Il faut savoir que le nitrate n'est pas du tout toxique, quasiment pas. Mais pourquoi on ne veut pas de nitrate dans l'eau? C'est parce que le nitrate, il est en équilibre avec d'autres formes qui, elles, sont toxiques. Et quand on a du nitrate dans l'eau et que les conditions changent, et ben le nitrate va se transformer en forme toxique, et là, créer des problèmes. Donc, en fait, c'est ces formes-là qui posent surtout des problèmes. Et en particulier celle-là, qui est à peu près 100 fois plus toxique que le nitrate lui-même, et qui va être en fait favorisée en conditions de faible oxygénation de l'eau. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau, quand vous avez beaucoup d'oxygène dans l'eau, tout l'azote va être sous forme de nitrate presque. Lorsque vous allez avoir moins d'oxygène, vous allez commencer à créer d'abord des nitrites. Vous voyez qu'il y a 2 molécules d'oxygène, ici il y en a une de moins. Et puis quand il n'y a plus encore moins d'oxygène, on va avoir de l'ammonium. Donc l'augmentation de la température qui va diminuer l'oxygène, ça va favoriser la concentration d'azote sous forme d'ammonium qui est toxique, 100 fois plus que le nitrite. Et encore pire que ça, c'est que l'ammonium, une fraction de cet ammonium va être en équilibre avec l'ammoniac, qui est un gaz, mais qui, lui, est encore 50 fois plus toxique que l'ammonium lui-même. Rappelez-vous qu'il lui-même est 100 fois plus toxique que le nitrate. Donc vous allez avoir une multiplication de la toxicité. Et l'équilibre qui se passe, la fraction d'ammonium qui est sous forme d'ammoniac, va dépendre de 2 facteurs, le pH, mais surtout la température. Donc lorsque vous augmentez la température, vous allez aussi augmenter la part d'ammonium sous forme d'ammoniac, enfin, qui va donner de l'ammoniac. Et donc, c'est pas anodin, parce que pour une même concentration en azote,
l'augmentation de la température et la diminution de l'oxygène va favoriser d'une part la forme ammonium et en même temps va favoriser la proportion d'ammonium qui va donner de l'ammoniac. Une augmentation de 1 degré, si on reprend les scénarios du GIEC, plus 1 degré, c'est plus 10% d'ammoniac. Plus 3 degrés, c'est plus 26% d'ammoniac. C'est-à-dire que pour la même concentration en nitrate, vous allez avoir 26% de forme toxique en plus. Donc ça, c'est des conséquences aussi qui vont être indirectes et qui vont aussi impacter fortement les écosystèmes pendant la phase de diminution de l'eau. Alors, en ce qui concerne les communautés, on va en parler un petit peu. L'impact, donc ici, je vous ai pris, rappelez-vous, donc ces zones humides dont on a suivi l'assèchement. En fait, cet assèchement, c'est là encore très complexe à estimer l'effet de ces assèchements. On a pris trois formes de zones humides. On a des premières zones humides, vous avez ici un cours d'eau qui va s'assécher par l'amont jusqu'en aval. Ça, c'est à peu près ce qu'on a souvent en Bretagne. C'est les petits ruisseaux les plus en haut du tête de bassin vont s'assécher d'abord et puis après l'assèchement va se prolonger vers l'aval. Donc là, c'est un assèchement linéaire. Ici, on avait des zones humides qui s'asséchaient mais qui formaient des flaques, comme ici, on voit mieux sur la photo. Mais ces flaques avaient deux caractéristiques. Soit elles étaient connectées à des eaux souterraines, il y avait une source en fait qui permettait à ces flaques de persister, soit il n'y avait pas de source et en fait c'était juste une flaque mais qui allait chauffer très fortement. Les flaques qui étaient restées connectées à la source, elles sont connectées aux eaux souterraines et donc elles ne vont pas se réchauffer aussi vite parce que vous allez avoir de l'eau souterraine fraîche qui va arriver en permanence et qui va maintenir la température de l'eau. Alors que les flaques qui sont déconnectées des eaux souterraines, ça devient une marmite au soleil qui va chauffer, ça devient un bouillon de culture. Et donc avec toutes les formes toxiques dont on a parlé précédemment qui vont s'accumuler de préférence dans ces sites-là. Donc on a regardé un petit peu l'impact et de ces modalités d'assèchement et en fait l'impact est assez considérable. C'est que vous avez des scénarios en fait complètement différents. Alors je vous passe un peu encore le détail des analyses, mais il faut savoir que le retour à l'état initial, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé la résilience des systèmes, c'est-à-dire la capacité à passer le cap de l'assèchement et de retrouver des conditions normales après l'assèchement, en fait, elle va dépendre de cette forme d'assèchement. Lorsque vous allez avoir des eaux connectées aux eaux souterraines, vous allez plus facilement retourner à un état stable que lorsque vous allez avoir un assèchement plus, par exemple, linéaire. Donc, pour vous expliquer un petit peu la difficulté qu'on a à prédire les conséquences des changements climatiques, c'est que, vous avez c'est multifactoriel, il ne suffit pas juste de réduire, dans tous les cas on réduit l'eau, mais ça ne suffit pas à expliquer ce qui peut se produire. Puisqu'il y a tout un tas de facteurs ici, comme ce qu'on appelle l'hydrogéologie, la circulation des eaux entre les eaux de surface et les eaux souterraines, qui va aussi participer à ces impacts. Alors, un autre exemple d'impact un petit peu aussi indirect de ces changements, on a travaillé sur une plante aquatique, ici elle s'appelle Berula erecta, et c'est une plante qui, quand elle est en condition, quand il y a beaucoup d'eau dans la rivière, elle va vivre entièrement dans l'eau, les feuilles vont être submergées, et puis lorsque ça s'assèche, en fait, vous allez avoir des feuilles qui vont commencer un petit peu à sortir de l'eau, parce qu'il n'y a plus assez d'eau, donc en fait la plante va continuer à pousser, mais en dehors de l'eau. Vous allez me dire, c'est très bien, c'est la plante... elle vit, elle s'adapte et elle vit. Sauf que les conditions pour une plante de vivre dans l'eau et de vivre en dehors de l'eau ne sont pas du tout les mêmes. En dehors de l'eau, vous allez avoir des problèmes de la gravité. La gravité, c'est important pour une plante, parce que si une plante, elle ne résiste pas à la gravité, elle s'écroule et ça devient une plante rampante. Donc quand on est dans l'eau, c'est l'eau qui porte les feuilles. Donc la plante n'a pas besoin de s'occuper de la gravité. Lorsqu'il n'y a pas d'eau et de l'air, la plante a besoin de s'occuper de la gravité et de gérer ça. Alors elle est capable de le faire, mais ça a des conséquences sur les écosystèmes. Ce qu'on a mesuré ici, on a comparé donc des feuilles de plantes immergées à des feuilles submergées. On a pris des indicateurs. Ici, vous avez des mesures, c'est l'épaisseur de la feuille. Vous voyez, pour les plantes émergées, les feuilles sont plus épaisses. C'est normal, puisque pour résister à la gravité, la plante elle va devoir faire des feuilles plus dures, plus solides, pour pas que les feuilles soient toutes molles et que la plante ne s'écroule. Donc en fait, elle fait des feuilles qui sont plus rigides, plus épaisses et beaucoup plus dures. Vous voyez ici la dureté. Parce qu'il faut des tissus de soutien qui vont lui permettre de se tenir droite. C'est comme vous avez un squelette osseux qui vous permet de vous tenir droite. Si vous n'avez pas de squelette osseux, vous allez devenir des mollusques. Là, c'est un peu la même chose pour la plante. Elle est obligée de faire ses tissus.
Et donc là encore, pour la plante, pas de souci, elle s'adapte très bien, mais ça va avoir des conséquences sur les organismes qui mangent ces plantes. Parce que forcément, si vous avez mangé une salade ou si vous mangez un steak, c'est pas la même dureté, c'est pas les mêmes difficultés de manger. Et donc on a testé en fait les conséquences de ces feuilles sur la consommation par des crustacés, des petits crustacés qu'on trouve, c'est les plus abondants dans les cours d'eau. C'est ce qu'on va trouver le plus un peu partout, des amphipodes et des isopodes. Et en plus, on les a mis le long d'un stress toxique, chimique, ça c'est la concentration en ammoniac dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que la consommation en fait de feuilles, au fur et à mesure que la toxicité de l'eau augmente, les animaux vont être capables de manger plus de feuilles. Donc ça va leur permettre de récupérer plus d'énergie et de plus facilement résister au stress toxique. Donc ça, c'est ce qu'on observe pour les deux animaux, et ça, c'est avec les plantes submergées. Maintenant, si vous prenez les plantes émergées, qui ont poussé en dehors de l'eau, ici, le petit trait, la barre pointillée, là, c'est la consommation qu'on mesurait ici, sur ces plantes. Et vous voyez que la consommation s'écoule. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas capables de consommer ces feuilles qui sont plus dures. Ils vont être très peu capables, et vous voyez qu'ils ne sont pas capables non plus d'augmenter leur consommation en fonction du stress. En fait, la consommation ne fait que chuter. Parce que les animaux ne sont pas capables de consommer, donc ils subissent encore plus le stress du toxique, et du coup, ils sont même plus capables de lutter, en fait, ils sont même plus capables de manger et de résister au stress. Alors, un peu moins chez l'isopodes que l'amphipode, parce que l'isopode est connue pour vivre dans des milieux plus pollués, elle est plus résistante à la pollution, mais même chez elle, on voit bien qu'il y a un effondrement de la consommation. Donc, vous voyez, le simple fait qu'une plante de pousser complètement dans l'eau ou à moitié dans l'eau, ça va avoir des conséquences sur les organismes qui s'en nourrissent derrière. Les organismes vont plus être capables de la manger. Donc, même s'ils résistent au stress, s'ils survivent à l'absence d'eau, ils n'ont plus rien à avoir à manger. Donc ça peut être des conséquences aussi indirectes assez complexes. Alors, je vais finir rapidement, je peux longtemps. Donc on va finir quelques mots sur l'intrusion, les problèmes d'intrusion d'eau de mer. Donc, comme le nom l'indique, c'est de l'infiltration d'eau salée dans les eaux douces. Alors, comment ça se passe? Ça se passe par deux phénomènes. Alors, comme, rappelez-vous le cycle de l'eau, ici vous avez le sol, donc vous avez de l'eau douce qui est stockée dans le sol, dans le sous-sol, en fait, dans ce qu'on appelle la zone saturée, à quelques mètres de profondeur. Vous allez avoir de l'eau douce, et lorsqu'on est en bord de mer, comme en Bretagne, on va avoir en fait une espèce de bagarre entre l'eau salée qui veut s'infiltrer, qui veut rentrer dans les réservoirs d'eau douce, et l'eau douce qui va pousser, qui va chasser l'eau salée, qui va l'empêcher de rentrer. L'eau douce, en fait, elle est plus légère que l'eau de mer, elle n'a pas de sel, elle est plus légère, et donc l'eau douce, en fait, elle va flotter au-dessus de l'eau de mer. Donc l'eau de mer est en dessous, mais l'eau de mer a bien envie de rentrer. Et donc là, il y a un équilibre qui se fait ici avec une zone de transition entre les eaux douces et les eaux salées, qui est normalement et quasiment au niveau de la côte, c'est pas très très loin, il y a un petit biseau, mais on n'est jamais très très éloigné. Ça, c'est la situation actuelle. Donc il y a un équilibre, vous avez le niveau, ce qu'on appelle le niveau piézométrique, c'est-à-dire la profondeur à laquelle on va commencer à trouver cette eau douce. Il va être en équilibre avec le niveau océanique. C'est un système de vases communicants en fait. L'eau va circuler de là à là et dans l'autre sens, et donc il y a un équilibre qui se fait. Donc on a des altitudes. Donc ça, c'est un système, c'est le système actuel, c'est un système stable. Alors ce qui peut impacter ce système-là en Bretagne, c'est le cas, c'est les forages. Si on met des forages trop près de la mer, en aspirant l'eau douce qui est ici, on va à la fois diminuer le niveau piézométrique, on va faire un cône une dépression là, puisqu'on va pomper l'eau, donc on va diminuer le niveau d'eau à ce niveau-là, et en même temps on va aspirer de l'eau salée qui est plus profonde. Et donc on va faire remonter de l'eau salée jusque dans les eaux douces, et une fois que le sel est remonté là, c'est foutu, on ne peut plus s'en débarrasser, il reste là. Et le forage devient inexploitable, le forage produit de l'eau salée. Et tous les écosystèmes qui vont, de surface qui vont être alimentés par ces eaux douces, ils vont voir leur salinité augmenter parce qu'il y a de l'eau de mer qui se mélange à l'eau douce. Donc ça, si on fait attention à ne pas mettre des forages n'importe où, ce qui est rarement le cas malheureusement, mais si on fait attention, normalement on peut éviter ce problème-là. Sauf qu'avec le changement climatique, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une remontée du niveau de la mer. On a tous entendu parler. Pour la Bretagne, on estime que dans les scénarios optimistes, alors à la fin du siècle, dans un an, on aura entre plus 50 cm, 43 cm et 1 mètre d'augmentation du niveau d'eau, en fonction du scénario optimiste et du scénario pessimiste.
Donc on va avoir une augmentation, le niveau de la mer va augmenter. Et ça va avoir pour conséquence une altitude qui va être plus haute de la mer par rapport à l'eau douce. Et donc vous allez avoir une circulation de l'eau qui va venir de la mer et qui va venir chasser l'eau douce avec plus de force. Et là où il y avait un équilibre avant, cet équilibre va être rompu. Et en fait, l'eau salée va s'infiltrer beaucoup plus loin dans les eaux douces. Les eaux douces vont devenir peau de chagrin assez éloignées de la mer. Et toutes les zones ici vont se retrouver avec de l'eau salée. Et donc tous les écosystèmes qui vont être à ce niveau-là vont être potentiellement impactés par cette salinité. En parallèle, une remontée d'eau du niveau de la mer de 1 mètre, ça veut dire que les estuaires vont être impactés, les abers là, qui ont encore de l'eau douce, plus en amont. Si la mer monte d'1 mètre, ça veut dire que le niveau de l'eau salée va remonter 1 mètre plus haut. 1 mètre plus haut sur un aber, vous faites 5 km, quoi. Donc en fait, la limite eau douce, eau salée va remonter de 5 km dans les abers. Et toutes les zones humides aussi côtières risquent d'être impactées aussi par cette intrusion par la surface, cette fois-ci par les estuaires des cours d'eau. Donc ça, c'est aussi une conséquence, alors qui est localisée, ça reste localisé au niveau des côtes, mais en Bretagne, ça peut faire plusieurs kilomètres. Alors il y a le BRGM, par exemple, ici, le Bureau de recherche géologique et minière, avait fait un rapport en 2019 là, sur la Bretagne, du risque d'intrusion, de la sensibilité des aquifères, donc ces réservoirs d'eau souterraine, bretons aux intrusions salines. Donc vous avez la carte ici qui est liée à la géologie. Alors ici, c'est la géologie qui vous dit quelles sont les zones qui vont être sensibles à ces intrusions de par leurs caractéristiques géologiques. Donc là, ça va être essentiellement le secteur de Saint-Malo, le secteur, on est sur Nantes là, très forte, et puis après vous allez avoir grosso modo une sensibilité qui est moyenne sur la côte nord, et puis une sensibilité qui est plus faible sur la côte sud. Ça, on regarde les facteurs géologiques. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les pompages, etc., vont aussi entraîner des problèmes de salinisation. Et si on regarde en fait la sensibilité, cette fois-ci pas liée à la géologie, mais liée aux usages, c'est un peu l'inverse. Alors les facteurs de sensibilité, ça va être la densité de population. Vous voyez en Bretagne, l'essentiel de la population est sur les côtes. Donc, qui dit population sur les côtes dit des besoins en eau plus importants sur les côtes. Le problème, c'est que les besoins donc, en eau en Bretagne sont sur les côtes, mais les ressources souterraines en eau sont dans le centre. C'est dans les monts d'Arrée. Le réservoir d'eau de la Bretagne, c'est les monts d'Arrée, c'est les Côtes d'Armor, etc. C'est le centre Bretagne. Donc l'eau est là, les gens sont au bord. Donc, problème, comment on fait pour amener l'eau de là à là? C'est compliqué. Et la plupart du temps, on se contente de faire plutôt des forages au niveau côtier parce que c'est plus pratique, c'est plus facile. Après, vous avez des problèmes liés au tourisme aussi. Les touristes, ils sont aussi essentiellement sur les côtes. Et en plus, les touristes, ils ont la mauvaise idée de venir l'été, là où il y a le moins d'eau. Donc là aussi, ça fait une pression supplémentaire dans une période qui est plus à risque. Donc s'accumuler, et vous avez aussi des facteurs un peu plus liés, on va dire, à certaines activités agricoles, le maraîchage hors sol, les cultures hors sol en SR qui ont besoin de grandes quantités d'eau, et puis l'irrigation qui se développe de plus en plus. Et l'irrigation, c'est pareil, la plupart du temps, les systèmes d'irrigation, en fait, ils sont basés sur des pompages d'eau souterraine, c'est rarement dans les rivières qu'on prend. Donc c'est des forages d'eau souterraine, et vous voyez que ces forages, ils sont aussi au niveau côtier, pour la plupart. Ces zones d'irrigation, elles sont côtières, et ça, du coup, ça va augmenter un petit peu le risque. Et si on met cumulé, si on regarde un petit peu la sensibilité des forages de ces eaux souterraines à la salinisation, donc ça, c'est une étude aussi qui avait été faite par l'Agence de l'eau et la région Bretagne. Vous voyez ici, ce sont tous les points, en fait, ce sont des forages d'eau souterraine, captage d'eau souterraine. Et en bleu, c'est des forages qui ne posent pas de problème. Alors, je suis désolé, les figures ne passent pas très bien. Donc en bleu, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et puis, plus on va vers le rouge, plus on va avoir des problèmes de salinité. En fait, c'est des intrusions d'eau salée. Là, c'est des mesures de chlorure. C'est un des éléments de la salinité. Et vous voyez que tous les forages qui sont en rouge, en fait, ça va être les forages qui vont être côtiers, aussi bien dans le sud que dans le nord, où on va avoir des problèmes, des risques d'intrusion d'eau salée. Donc ça, du coup, c'est aussi un souci qui pourrait être lié et pourrait être amplifié par les changements climatiques, puisque rappelez-vous, changement climatique, moins de ressources en eau, déficit en eau souterraine, et donc on va
de plus en plus avoir besoin de ces eaux souterraines pour compenser la perte de l'eau en surface. Donc on va pomper de plus en plus dans une eau qui sera de moins en moins abondante. Et là, du coup, on va être confronté rapidement à cette gestion. Et là, on est dans de la gestion politique. Hein. Donc la prochaine conférence de l'association, ça sera un petit peu sur ces aspects de gestion de l'eau, comment on gère ces eaux-là. Parce que là, on arrive sur des considérations plus politiques, des choix politiques à faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.